Je m'appelle Étienne Lambert. Je suis historien et depuis plus de 20 ans, je parcours la France, enquêtant sur les mystères que le temps a laissés derrière lui. Je ne suis pas un homme qui croit facilement aux légendes ou aux superstitions, mais ce que je vais raconter n'est pas quelque chose qui peut être expliqué par les livres que j'ai étudiés. Je me surprends encore à revivre ces moments, surtout lorsque le silence de la nuit est interrompu par le moindre bruit. Tout a commencé à Carouge, un petit village de Normandie, entouré de forêts denses et de collines verdoyantes. C'est le genre d'endroit où les gens connaissent le nom de leurs voisins, mais gardent leurs secrets comme des trésors. J'étais là pour faire des recherches sur un manuscrit médiéval qui faisait supposément partie de la bibliothèque du château local. C'était une bonne excuse pour échapper au chaos de Paris, ne serait-ce que pour un temps. Cette nuit-là, j'étais logé dans une modeste auberge au centre du village, lorsque j'ai entendu un bruit sourd venant de la rue. L'horloge murale indiquait presque minuit. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un fermier ivre renversant une charrette ou quelque chose du genre. Cependant, en regardant par la fenêtre, j'ai vu un mouvement étrange. Une silhouette trébuchait sur le trottoir, le corps oscillant de manière erratique. Il semblait blessé. J'ai pris mon manteau et descendu les escaliers rapidement, avertissant la propriétaire de l'auberge, une vieille dame nommée Madame Renard, qui dormait derrière le comptoir. Elle marmotta quelque chose sur le fait de ne pas sortir par une nuit pareille et se rendormit. Je n'y ai pas prêté attention. Lorsque je suis sorti, l'air froid m'a frappé le visage, mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est l'odeur. Elle était métallique et sucrée, comme du sang frais mélangé à de la terre mouillée. La silhouette vacillante était un homme. Il portait des vêtements simples, mais était trempé de sang. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts et sauvages. Lorsque je me suis approché, il tendit la main, tenant quelque chose contre sa poitrine. C'était un petit flacon en verre contenant un liquide sombre. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il m'agrippa le bras avec une force surprenante et murmura « Ils arrivent, ne laissez pas qu'ils vous attrapent, c'est maudit. » Puis, il s'effondra sur le sol. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui venait de se passer. J'ai regardé autour de moi, espérant que quelqu'un ait vu cela, mais la rue était déserte. Je me suis penché sur lui et ai cherché des signes de vie. Il n'y avait pas de poule. Cet homme était mort. Ma première réaction fut de courir à la gendarmerie locale, mais la curiosité l'a emporté. Que voulait-il dire? Qui était-il? Pourquoi portait-il ce flacon? Sans réfléchir davantage, j'ai caché l'objet dans ma poche et suis retourné à l'auberge. Madame Renard était éveillée lorsque je suis entré. Elle me regarda de biais, avec une expression mêlant méfiance et peur. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle. J'ai secoué la tête, bien que mon cœur battait la chamade. Je suis monté dans ma chambre, en fermant la porte derrière moi. J'ai posé le flacon sur la table et l'ai examiné. Le liquide à l'intérieur était visqueux et noir, presque comme du pétrole, mais il avait une lueur rougeâtre qui semblait pulser sous la lumière. Je suis resté là, à le fixer pendant de longues minutes, essayant de comprendre pourquoi il me mettait dans un tel état d'agitation. Puis, j'ai entendu des pas dans le couloir, des pas lourds et traînants. Ma chambre se trouvait au bout du couloir et il n'y avait plus d'hôte ce soir-là. Madame Renard ne pouvait pas marcher ainsi, pas à son âge. J'ai pris une chaise et l'ai adossée contre la porte, sentant mon cœur battre plus fort à chaque bruit. Les pas s'arrêtèrent de l'autre côté. Un silence suffocant suivit, puis quelque chose gratta le bois de la porte, comme de longues griffes. Une voix rauque murmura quelque chose que je ne parvins pas à comprendre. J'ai prié pour que ce ne soit qu'une illusion causée par la fatigue. Après quelques minutes, le bruit s'est dissipé. Le matin suivant, je suis descendu prendre le café, la tête lourde et les yeux brûlants de tant de pensées. Madame Renard me lança un regard furtif en remplissant ma tasse de café fumant. « Vous avez vu quelque chose hier soir ?» demanda-t-elle, d'un ton détaché. « Rien de bien important, répondis-je, en essayant de paraître détendu. J'ai décidé de faire un tour à la gendarmerie, prêt à signaler ce que j'avais vu. Le gendarme était un homme corpulent,
nommé Claude Vallon, qui semblait plus intéressé par le maintien de la tranquillité dans le village que par l'enquête sur quoi que ce soit qui pourrait troubler l'ordre. Lorsque j'ai mentionné l'homme mort, il soupira et dit « Nous avons trouvé le corps, mais vous n'avez pas à vous en inquiéter. Ce n'est pas de votre ressort. » La manière dont il avait dit cela m'a mis mal à l'aise. Il y avait quelque chose de louche. En sortant, j'ai remarqué un homme, de l'autre côté de la rue, qui m'observait intensément. Il était grand, aux cheveux gris et portait un long manteau noir. Ses yeux étaient perçants, comme s'il pouvait voir directement dans mes pensées. Lorsque j'ai croisé son regard, il s'est simplement tourné et a disparu dans la foule. Je suis retourné à l'auberge, mais l'inconfort ne m'a pas quitté. J'ai décidé de cacher le flacon dans ma valise et de poursuivre mes recherches au château, essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de sentir que j'étais suivi. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des murs qui semblaient murmurer sous le vent de la nuit. Des ombres qui disparaissaient dès que je me retournais. Même les habitants du village semblaient plus réservés, comme s'ils savaient quelque chose qu'ils n'osaient pas partager. Finalement, j'ai décidé de chercher des réponses. J'ai commencé à parler avec les habitants les plus âgés, mais chaque fois que je mentionnais le flacon ou l'homme mort, leurs expressions changeaient, passant de la peur à la colère. Une seule femme, une vieille dame nommée Colette, a accepté de parler avec moi. Elle vivait dans la dernière maison de la rue principale, une vieille bâtisse qui semblait prête à s'effondrer. Quand je lui ai demandé à propos de l'homme mort, elle fit le signe de la croix et dit « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vous qui avez commencé cela, et ce ne sera pas vous qui en viendrez à bout. » Avant que je ne puisse demander plus d'explications, elle me poussa dehors et ferma la porte à clé. Cette nuit-là, le flacon commença à pulser, comme s'il avait une vie propre. Lorsque le flacon a commencé à pulser, une vague de nausée m'a envahi. L'objet semblait émettre une légère lueur rougeâtre, presque hypnotique, qui remplissait la pièce d'une lumière faible et troublante. À chaque pulsation, j'avais l'impression que quelque chose dans l'atmosphère du lieu changeait, rendant l'air plus dense et difficile à respirer. C'était comme si le flacon appelait quelque chose. J'ai essayé d'ignorer cette sensation, mais celle d'être observé est devenue insupportable. Je me suis levé, j'ai tiré les rideaux et rangé le flacon dans un tiroir. Pourtant, la lueur semblait s'échapper par les interstices du meuble, persistante. Je me suis assis sur le lit, tentant d'organiser mes pensées. Tout cela n'avait aucun sens. Ce n'était qu'un objet, un morceau de verre avec un liquide étrange. Mais pourquoi semblait-il si vivant? Cette nuit-là a été la plus longue de ma vie. Chaque bruit semblait être un présage de quelque chose de terrible. Le bois de la maison craquait plus souvent et le vent à l'extérieur sonnait comme des pas traînants. Lorsque l'horloge a marqué 3 heures du matin, j'ai entendu un bruit distinct, 3 coups sur la fenêtre. Je me suis levé lentement, le cœur battant la chamade. Ma main a hésité avant de tirer le rideau, mais la curiosité a pris le dessus. Dehors, l'obscurité était presque totale, à l'exception d'une silhouette immobile, debout au milieu de la rue. C'était l'homme en manteau noir que j'avais vu auparavant. Il me regardait. Ses yeux reflétaient la faible lumière du réverbère le plus proche, brillant comme ceux d'un prédateur. Je suis resté là, à le fixer pendant un moment qui m'a semblé une éternité, jusqu'à ce qu'il se retourne et marche lentement vers les ombres, disparaissant. Je n'ai plus pu dormir après cela. Le lendemain matin, j'ai pris la décision de quitter Carouge. La recherche sur le manuscrit ne valait plus le risque. J'ai emballé mes affaires, y compris le flacon, et me suis préparé à partir. Madame Renard semblait soulagée d'apprendre que je m'en allais. Elle m'a lancé un regard inquiet en réglant ma note. Parfois, il vaut mieux laisser certains mystères sans réponse, monsieur. Ces paroles m'ont suivi pendant le trajet jusqu'à la voiture. J'ai pris la route principale, mais en passant près de l'entrée du bois qui entourait le village, quelque chose m'a poussé à m'arrêter. C'était comme si une force invisible m'attirait vers cet endroit. J'ai hésité, mais j'ai décidé d'enquêter. J'ai garé la voiture et suivi le sentier à pied. Les arbres étaient si denses qu'ils bloquaient presque la lumière du soleil.
Le silence était total, brisé seulement par le bruit de mes pas. Puis, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Il y avait des marques au sol, des traces de quelque chose qui avait été traîné. J'ai suivi les marques jusqu'à une clairière où j'ai trouvé une cabane en ruine. La porte était entr'ouverte, grinçant sous le vent. À l'intérieur, l'air était lourd et nauséabond, comme un mélange de décomposition et de fer. La cabane semblait abandonnée depuis des années, mais il y avait quelque chose de récent ici. Des symboles dessinés sur les murs, faits avec un liquide sombre et coagulé. Certains étaient familiers, peut-être dérivés de runes anciennes que j'avais étudiées, mais d'autres étaient complètement étrangers. Au centre de la pièce, une table avec des bougies éteintes et une vieille arme, un fusil Winchester. Quelque chose à propos de l'arme m'a attiré. Elle était soigneusement nettoyée, contrairement au reste de la cabane. Je l'ai prise avec hésitation et ai remarqué une inscription sur le canon. Que la mort ne se lève pas. Avant que je puisse comprendre ce que cela signifiait, j'ai entendu un bruit qui m'a paralysé. C'était un grognement bas et guttural venant de la forêt. Je me suis retourné rapidement, mais je n'ai rien vu, à part les arbres. Le bruit, cependant, se rapprochait. J'ai pris le fusil et suis sorti de la cabane, mon corps tout entier en alerte. Les grognements se sont intensifiés, accompagnés de pas multiples, comme si une meute m'entourait. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait dans mes oreilles. Il n'y avait personne près de moi pour m'aider. J'étais seul. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Puis ils sont apparus. C'étaient des humains. Ou du moins ils l'avaient été. Leur corps était déformé, avec des yeux brillants et des dents exposées dans des sourires animaux. Ils portaient des vêtements déchirés, tachés de sang séché. Leurs yeux, c'étaient les mêmes que ceux de l'homme qui m'observait par la fenêtre. J'ai armé le fusil, mais mon esprit luttait pour accepter ce que je voyais. Ils ne se déplaçaient pas comme des êtres humains, mais comme des prédateurs, avançant vers moi de manière méthodique, comme s'ils savouraient le moment. J'ai tiré le premier coup, touchant l'un d'eux au torse. Il a vacillé en arrière, mais s'est relevé rapidement, comme si la douleur n'existait pas. J'ai déchargé 2 autres balles, visant cette fois la tête. Le corps est tombé au sol, immobile. Les autres ont hésité un instant, mais ont bientôt avancé, leurs mouvements de plus en plus rapides et inhumains. J'ai fui en direction de la voiture, mon esprit dominé par la panique. Lorsque j'ai atteint le véhicule, je suis monté et j'ai verrouillé les portes. Les créatures sont sorties des arbres, frappant les fenêtres avec force. J'ai mis le moteur en marche, mais il a mis du temps à répondre, comme si la voiture elle-même était réticente à partir d'ici. Finalement, j'ai pu accélérer et quitter les lieux. En conduisant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. L'une des créatures tenait le flacon que j'avais laissé tomber lors de ma fuite. La sensation de sécurité que m'offrait la voiture était illusoire. La route semblait s'étendre indéfiniment et les ombres des arbres semblaient me suivre. Quelque chose me disait que cela n'était pas fini, que le flacon venait tout juste de commencer à accomplir son but. Lorsque je suis enfin arrivé dans une ville plus grande, j'ai décidé de chercher quelqu'un qui pourrait m'aider. Quoi que ce soit, ce n'était pas quelque chose que je pouvais affronter seul. Je suis arrivé à Caen, une ville plus grande et plus animée, où le confort des rues éclairées et la présence d'autres personnes m'ont donné une fausse sensation de soulagement. Après avoir garé la voiture dans un petit hôtel en centre-ville, je me suis affalé dans une chaise dans la chambre et ai tenté de reprendre mon souffle. Mon corps était épuisé, mais mon esprit m'empêchait de me reposer. Les images des créatures, la lueur du flacon dans les mains de l'une d'elles et les symboles dans la cabane, tout semblait faire partie d'un puzzle terrible. J'ai pris mon téléphone et cherché un spécialiste qui pourrait m'aider.
Parmi les innombrables pages d'occultisme et d'histoires sensationnalistes, un nom a attiré mon attention. Arnaud Leclerc, professeur retraité d'histoire médiévale à l'université de Rouen. Il était connu pour ses recherches sur les pratiques occultes en Europe et avait écrit abondamment sur des rituels obscurs trouvés dans des manuscrits anciens. Je l'ai appelé sans réfléchir une seconde. La voix de l'autre côté de la ligne était grave, marquée par une méfiance naturelle. J'ai expliqué rapidement ce qui s'était passé, omettant quelques détails pour ne pas paraître complètement fou. Il est resté silencieux un moment avant de répondre. Si ce que vous dites est vrai, nous devons en parler en personne. Apportez tout ce que vous avez trouvé. Mais, s'il vous plaît, ne touchez plus à ce flacon. J'ai acquiescé et il a fixé un rendez-vous pour le matin suivant chez lui, dans un petit village tranquille aux alentours de Rouen. Ce fut le premier moment où j'ai eu l'impression que j'étais sur la bonne voie, mais je savais aussi qu'en impliquant une autre personne, je mettais quelqu'un d'autre en danger. La nuit à Caen fut tout aussi perturbante. La chambre de l'hôtel semblait sûre, mais quelque chose n'allait toujours pas. À minuit, tandis que je révisais les symboles que j'avais photographiés dans la cabane, j'ai entendu un bruit provenant du couloir. C'était un bruit faible, comme des pas traînants. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte, mais quand je l'ai fait, il n'y avait personne. Je l'ai refermé rapidement et me suis assis sur le lit, essayant de me convaincre que ce n'était que le stress. Cependant, la sensation d'être observé est revenue de plus belle. Les lumières de la chambre ont commencé à clignoter et mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai pris le fusil que j'avais apporté avec moi et me suis préparé au pire. Puis est venu le bruit. Un léger grattement sur le bois venant directement de l'armoire. Je me suis levé lentement avec le fusil pointé vers la porte du meuble. Chaque pas semblait durer une éternité. Lorsque j'ai finalement ouvert l'armoire, il n'y avait rien d'autre que mes vêtements. L'air, cependant, était glacial et l'odeur familière du fer remplissait l'espace. J'ai décidé que cela suffisait. J'ai verrouillé la chambre, mis une chaise contre la porte et suis resté éveillé jusqu'à l'aube, le fusil fermement dans les mains. Le lendemain matin, je suis parti en voiture vers Rouen, suivant les indications que Leclerc m'avait envoyées. Le village où il vivait était petit, presque bucolique, avec des maisons en pierre et des jardins bien entretenus. Lorsqu'arrivé chez lui, une vieille bâtisse robuste, il m'attendait déjà à la porte. Arnaud était un homme de petite taille, aux cheveux blancs et au regard perçant. Il n'a pas perdu de temps en formalités, me conduisant directement dans un bureau encombré de livres et d'artefacts anciens. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé », dit-il en désignant la table. J'ai sorti les photos des symboles et lui ai décrit le flacon, mentionnant la pulsation et la lueur. Leclerc a examiné tout cela avec soin, fronçant les sourcils en murmurant pour lui-même. « Ça, ce n'est pas un objet ordinaire », dit-il enfin en prenant un vieux livre à couverture en cuir. Ces symboles sont des variantes de runes germaniques, mais il y a autre chose. Celui-ci, par exemple, représente un sceau de confinement, mais il a été modifié. C'est comme si quelqu'un voulait subvertir le but original. Je suis resté silencieux, essayant d'absorber ses paroles. Il continua, feuilletant le livre. Le flacon que vous avez décrit est ce que les anciens textes appellent un vaisselle de sang, ou vaso de sang, en italien. Il était utilisé dans des rituels pour emprisonner des entités spirituelles, mais s'il a été corrompu, il pourrait servir de porte d'entrée pour quelque chose. Mon sang s'est glacé. Une porte ? Pourquoi ? Je ne sais pas exactement, admit-il en posant le livre de côté. Mais ce n'est pas un objet qui devrait être entre vos mains. Où est le flacon maintenant ? J'ai avalé difficilement et expliqué qu'il avait été pris par l'une des créatures. Le visage de Leclerc s'est assombri encore davantage. C'est pire que ce que j'imaginais. Si ces créatures ont le flacon, elles essaient probablement de libérer ce qui est emprisonné à l'intérieur. La tension dans l'air était palpable. Avant que je puisse lui demander ce que nous devrions faire, un bruit vint de l'extérieur de la maison. Des coups à la porte d'entrée. Leclerc me regarda et nous savions instantanément que quelque chose n'allait pas. Il saisit une dague ornementée sur une étagère et me fit signe de prendre le fusil. Nous descendîmes les escaliers lentement, chaque pas résonnant dans la vieille maison. Lorsque nous arrivâmes à la porte,
Il s'arrêta et murmura quelque chose en latin, tenant la dague fermement. Il ouvrit la porte brusquement, mais il n'y avait personne. Seulement le silence. Pourtant, quelque chose attira notre attention au sol. Le flacon, intact, reposait sur le seuil. Le clerc recula, comme si l'objet le brûlait juste en étant là. « Ne touchez pas à ça !» ordonna-t-il. Cette scène semblait tout droit sortie d'un cauchemar. Le flacon était revenu, et avec lui, une nouvelle vague de terreur. Le clerc ferma la porte avec fracas, le visage tendu comme s'il venait de regarder le gouffre. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « Ce n'est pas une coïncidence, mon jeune ami. Quelqu'un ou quelque chose veut que nous nous occupions de ce flacon. Et ce ne sera pas facile à ignorer. » L'atmosphère de la maison, qui était auparavant seulement chargée du poids de l'âge et des secrets enfouis, semblait maintenant vivante, emplie d'une présence oppressante. C'était comme si le flacon apportait avec lui une énergie saturant l'air, rendant chaque respiration lourde. Le clerc m'a ramené dans son bureau et avec précaution a posé le flacon sur une surface en marbre qui semblait avoir été utilisée pour des études comme celle-ci auparavant. Il prit une bougie noire et l'alluma, murmurant des mots dans une langue que je ne reconnaissais pas. Un silence absolu envahit la pièce, contraste déconcertant avec les battements de mon cœur. Alors qu'il continuait ses murmures, la flamme de la bougie vacillait violemment, même sans vent. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. La lumière de la bougie s'éteignit brusquement et le flacon émit une faible lueur rougeâtre, comme un battement, presque synchronisé avec une respiration. « Merde !» murmura le clerc, reculant d'un pas. « Ce n'est pas juste un artefact, c'est un réceptacle, et il essaie de communiquer. » Je déglutis. « Communiquer ? Avec qui ?» Le clerc me regarda comme s'il mesurait ses mots avant de répondre. « Pas avec qui, avec quoi ? Quelque chose de très ancien qui ne devrait probablement jamais avoir été perturbé. » Le flacon restait là, immobile, mais sa lueur pulsante semblait avoir une vie propre, comme une présence latente observant chacun de nos mouvements. « Nous devons agir vite, » continua-t-il. « Si ces créatures que vous avez vues sont toujours à sa recherche, il y a une raison. Ce flacon est un aimant pour le surnaturel. Nous ne pouvons pas le laisser tomber entre de mauvaises mains. Nous avons passé les heures suivantes à fouiller des livres et des notes. » Le clerc expliqua que, selon les manuscrits anciens, des récipients comme celui-ci étaient utilisés pour emprisonner des entités que les humains ne pouvaient pas détruire. Des esprits, des démons ou quelque chose de pire. Cependant, le rituel qui scelle le récipient est aussi important que la création même de l'objet. Toute faille ou modification peut transformer l'objet en un outil pour libérer ce qui est emprisonné. Mon estomac se noua. L'image des créatures dans la cabane revint à mon esprit. Et si ce rituel, peu importe qui l'a fait, n'avait pas été correctement accompli? Alors que nous réfléchissions aux possibilités, le téléphone fixe de le clerc sonna, brisant le silence. Il regarda l'appareil comme s'il s'agissait d'un ennemi, hésitant avant de répondre. « Allô ?» dit-il, sa voix ferme mais prudente. Je ne parvins pas à entendre la réponse, mais je vis l'expression de Leclerc se transformer rapidement en quelque chose entre le choc et la terreur. Il secoua la tête et répondit d'un simple « Nous arrivons » avant de raccrocher. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, m'attendant déjà au pire. Un de mes contacts, Jacques Moreau, ou plutôt, c'était un chasseur de ce genre de créatures. Leclerc désigna le flacon. Il a trouvé quelque chose de similaire il y a des années. Il semble qu'il y ait un schéma, quelque chose qui se passe dans différentes régions de la France. Il m'a appelé parce que... Leclerc s'arrêta et prit une grande inspiration avant de continuer. Parce qu'il a trouvé des marques d'attaque dans un autre village proche. Et les descriptions qu'il a données des créatures correspondent à ce que vous m'avez raconté. Nous partîmes immédiatement pour le village mentionné, appelé Saint-Cyr-du-Val, une petite communauté nichée entre des champs et des collines tranquilles. En arrivant, nous fûmes accueillis par un silence perturbant. Les rues étaient désertes, et il y avait une impression de récent abandon, comme si quelque chose était passé par là et avait laissé derrière lui des traces de peur. Nous trouvâmes Jacques dans une maison isolée au bout de la rue principale. C'était un homme robuste, avec une cicatrice qui traversait sa joue gauche,
Et il semblait marqué par l'expérience de combattre des choses que la plupart des gens ne croiraient même pas réelles. « Vous avez mis du temps, » dit-il en ouvrant la porte et en nous guidant à l'intérieur. Son bureau était un mélange chaotique de cartes, d'armes et de symboles religieux. Il y avait des marques profondes sur les murs, comme si des griffes avaient rayé le bois. Jacques pointa ces marques. Elles sont venues ici la nuit dernière, elles n'ont pas pu entrer, mais elles ont bien fait comprendre qu'elles reviendraient. Le clerc examina les marques attentivement, tandis que Jacques me tendait un verre de cognac. C'était plus pour calmer mes nerfs que par hospitalité. « Combien étaient-elles » demandai-je, essayant de dissimuler le tremblement dans ma voix. « 3, peut-être 4. Elles n'attaquent pas au hasard. Elles cherchaient quelque chose. Je ne savais pas quoi, jusqu'à maintenant. » Il regarda le flacon que le clerc portait dans une boîte métallique. « Je pense qu'elles en ont après ça. Et pourquoi tu penses qu'elles ne sont pas entrées ?» demandai-je. Jacques sourit amèrement et pointa un ensemble de runes dessinées autour des fenêtres et des portes. Des protections. Elles ne sont pas infaillibles, mais elles empêchent le pire de passer. Pour l'instant, le clerc s'approcha et commença à discuter des symboles et des détails des attaques avec Jacques. Pendant ce temps, je ressentis à nouveau cette présence oppressante. Je regardais le flacon, même dans la boîte, et j'eus l'impression nette qu'il m'observait. « Elles ne vont pas s'arrêter » dit Jacques, interrompant mes pensées. « Ce qui est dans ce flacon, elles en ont besoin pour quelque chose de grand. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour comprendre quoi. » La tension dans la pièce semblait condenser l'air, rendant chaque respiration plus lourde. Jacques sortit une cigarette froissée de sa poche, l'alluma et souffla la fumée en direction du plafond, tout en examinant le clerc d'un regard sombre. « Tu sais, le clerc, que ce n'est pas une simple chasse ordinaire. Ces choses, » il désigna le flacon dans la boîte, « elles ont une intelligence, un but. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi organisé. Et par Dieu, j'ai vu beaucoup de choses dans ce métier. » Le clerc hocha la tête, mais garda son regard fixé sur les marques sur les murs. La lumière vacillante d'une vieille lampe projetait des ombres qui semblaient se mouvoir seules, créant une atmosphère encore plus lourde. « Elles ne sont pas seulement après le flacon, dit enfin le clerc, brisant le silence. Elles sont après celui qui le possède, nous. » Le poids de ces mots me frappa comme un coup de poing. Un frisson parcourut mon dos. Nous étions marqués. La nuit arriva rapidement, apportant avec elle un silence inquiétant. Jacques insista pour que nous passions la nuit là, disant qu'il serait plus sûr de rester ensemble. Bien que l'idée de dormir dans un endroit aussi hanté fût perturbante, sortir pour affronter l'obscurité semblait encore pire. Le temps semblait s'étirer, alors que la maison était remplie des murmures de nos discussions, chacun de nous tentant de formuler un plan. Jacques apporta des armes, un fusil à pompe ancien, des pieux en bois et même un flacon d'eau bénite. « Ne sous-estimez pas le symbolisme, » dit-il en me tendant un des pieux. Quand le physique échoue, le spirituel peut être le seul recours. Le clerc préparait un cercle de protection au centre de la pièce principale, utilisant du sel, des bougies et des symboles qu'il traçait avec une précision presque chirurgicale. Le regarder était à la fois fascinant et perturbant. Il semblait savoir exactement ce qu'il faisait, mais l'intensité sur son visage révélait que même lui était en train de traiter quelque chose qui le dépassait. À minuit, le silence fut brisé. Un bruit étouffé venant de l'extérieur. Quelque chose entre un grognement et un aboiement. Nous restâmes immobiles, nos corps tendus, nos cœurs battant fort. Jacques fut le premier à bouger, saisissant son fusil et se positionnant près de la porte. « Elles sont là », murmura-t-il, et son ton ne laissait aucune place au doute. Le clerc se dirigea vers la fenêtre, écartant le rideau juste assez pour jeter un coup d'œil. Son expression se durcit et il se tourna vers nous. « 3. Arrêtez sur la route. Elles savent qu'on est là, mais elles attendent. » « Elles attendent quoi ?» demandai-je, ma voix étant plus haute que ce que je voulais. Avant que les clercs ne puissent répondre, le bruit de quelque chose griffant la porte en bois résonna dans la pièce. Un bruit profond, lent, comme si la créature testait la résistance de la barrière. Le flacon dans la boîte brilla brièvement, et je ressentis une vague de nausée. « Ce n'est pas bon » murmura le clerc en resserrant le cercle de protection.
Jacques fit 2 pas vers la porte, son fusil solidement pointé. Il semblait prêt à tirer au moindre mouvement. « Nous ne devons pas les laisser entrer, dit-il. S'ils franchissent cette ligne, nous sommes morts. » Les minutes suivantes furent un mélange insupportable de silence et de tension. Puis le bruit changea. Ce n'était plus un simple grattement. C'était un son plus profond, un impact répétitif, comme si quelque chose essayait de défoncer la porte. Chaque coup faisait trembler les murs et je sentais la peur s'insinuer en moi. Le clerc commença à murmurer en latin, sa voix ferme et contrôlée, bien que des gouttes de sueur perlaient sur son front. Jacques rechargeait son fusil, ses gestes précis, comme un homme habitué à affronter l'impossible. Soudain, les coups cessèrent. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant. L'air semblait lourd, comme si l'espace lui-même retenait son souffle face à l'inévitable. Puis, une voix douce, presque humaine, s'éleva de l'autre côté de la porte. « Ouvrez la porte. Nous ne voulons pas vous faire de mal. » Il était impossible de dire si cette voix était masculine ou féminine, mais elle avait une qualité hypnotique, presque séduisante. Je regardais Jacques qui secoua violemment la tête. « Ne les écoutez pas, dit-il. Peu importe ce qu'ils disent, ne les écoutez pas. » La voix continua, plus insistante cette fois. « Nous savons que vous avez ce que nous cherchons. Donnez-le-nous et nous vous épargnerons la vie. » Mon corps se figea un instant. Une partie de moi, contre toute logique, voulait croire à cette promesse. Mais le regard de Leclerc et la détermination de Jacques me ramenèrent à la réalité. Ce n'était pas une négociation, mais un piège. Soudain, la fenêtre vola en éclats. Un bras pâle et démesuré passa à travers le verre, suivi d'une tête grotesque. L'odeur de chair putréfiée envahit la pièce, accompagnée d'un grognement guttural, plus animal qu'humain. Jacques tira, le bruit du fusil résonnant dans la salle. La créature recula, mais pas avant de laisser une trace profonde sur le cadre de la fenêtre, comme si ses griffes avaient fondu le bois. « Ce n'est que le début, » dit Jacques en rechargeant. « Elles ne s'arrêteront pas avant d'avoir ce qu'elles veulent. » Le clerc, toujours debout dans le cercle, me regarda avec une expression mêlant urgence et peur. « Nous devons renforcer les barrières. Cela va empirer avant de s'améliorer. » La lumière vacilla et le flacon à l'intérieur de la boîte se mit à briller à nouveau, cette fois avec une intensité qui illuminait toute la pièce. C'était comme s'il répondait aux créatures à l'extérieur. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » murmura le clerc. « Elles ne sont pas le seul danger. Ce qui est dans ce flacon devient aussi plus puissant. Je savais que nous étions acculés, mais je n'avais aucune idée de ce qui nous attendait. Une seule chose était certaine. La nuit était loin d'être terminée. Le flacon pulsait, émettant une lumière presque insoutenable, comme si une entité en son sein cherchait à s'échapper. Le clerc, le visage baigné de sueur et de détermination, sortit un parchemin de sa poche et commença à réciter quelque chose en latin. Sa voix semblait lutter contre une force invisible, tandis que la pièce vibrait d'une énergie oppressante. Jacques le regarda avec scepticisme, mais ne l'interrompit pas. Il vérifia à nouveau son fusil, murmurant pour lui-même. Ses yeux croisèrent les miens, et pour la première fois, j'y vis une lueur de peur véritable. « Ces choses ne seront pas arrêtées longtemps, » dit-il, pointant les barrières improvisées autour de la maison. Et honnêtement, je ne sais pas si je crains plus ces créatures ou ce que le clerc est en train de faire. Le clerc leva les yeux un instant, son regard brillant d'une intensité presque fiévreuse. « Si je ne le fais pas, nous sommes tous morts. » C'est bien plus grave que tu ne le crois, Jacques. Ce flacon, ce n'est pas qu'un piège, c'est une porte. Ces paroles me glacèrent. L'idée que quelque chose d'encore plus terrible pouvait se trouver derrière cette porte était presque insoutenable. Mais avant que je puisse réagir, un bruit assourdissant résonna dans toute la maison. Ce n'était plus un simple coup contre la porte ou le verre. C'était comme si quelque chose de gigantesque venait de s'effondrer sur le toit, fissurant la structure avec un fracas terrifiant. Les créatures ne tentaient plus d'entrer. Elles démolissaient la maison. Les murs tremblaient et une pluie de poussière et de débris s'abattit sur nous. Jacques réagit immédiatement, criant de nous éloigner. « Restez loin des fenêtres et des portes, elles entreront de toute façon. » Le clerc accéléra ses prières, sa voix teintée de désespoir. Le flacon répondit par une lumière encore plus éblouissante, tandis qu'une chaleur anormale envahissait l'espace.
Je sentais le poids d'une présence invisible, comme si des yeux inhumains nous observaient. Soudain, une partie du toit céda, et une des créatures tomba au centre de la pièce. Son corps était une abomination de traits humains et animaux, avec des griffes acérées et des yeux brillants d'une lumière surnaturelle. L'air devint presque irrespirable à cause de l'odeur de chair pourrie et de soufre. Jacques tira sans hésiter. L'impact fit reculer la créature, mais ne l'abattit pas. Elle se précipita sur lui avec une vitesse inhumaine, et un instant, je crus qu'il allait être déchiqueté. « Prends l'eau bénite !» cria le clerc, sans cesser ses incantations. Je courus jusqu'au sac de Jacques et attrapai le flacon d'eau bénite, mes mains tremblantes. La créature avait plaqué Jacques au sol, ses griffes lacérant sa poitrine. D'un geste rapide, je lançai l'eau bénite sur elle. Un cri surnaturel emplit la pièce, tandis qu'elle se tordait de douleur, sa peau se consumant comme sous un feu invisible. Jacques profita de l'occasion pour la repousser et tirer à nouveau, cette fois droit dans sa tête. La créature s'effondra, immobile. « C'était moi une » dit Jacques en reprenant son souffle. Mais il n'y avait pas de répit. Les bruits de pas lourds sur le toit continuaient, et nous savions que d'autres arrivaient. Le clerc acheva son rituel, tombant à genoux, épuisé. La lueur du flacon diminua un instant, mais il semblait toujours instable, comme si l'énergie qu'il contenait était sur le point d'exploser. « Nous devons le détruire maintenant », dit-il d'une voix rauque. « Si nous laissons cela continuer, il ne restera rien de nous ni de cette ville. » Jacques secoua la tête, manifestement hésitant. « Et comment comptes-tu faire ça, génie ? Ce flacon n'est pas exactement quelque chose que tu peux jeter dans une cheminée en espérant qu'il brûle. » Le clerc se releva, s'appuyant sur une des chaises. Il semblait sur le point de répondre, mais il fut interrompu par un son qui glaça mon sang. Un rire. Ce n'était ni humain, ni celui des créatures à l'extérieur. C'était quelque chose de plus profond, de plus pervers. Le rire semblait provenir de l'intérieur de la maison. « Elles sont déjà là, murmurai-je, ma voix à peine audible. Jacques me regarda, les yeux écarquillés. « Non, ta haine. Quelque chose de pire. » Le flacon commença à vibrer violemment dans la boîte, et la lumière revint, cette fois accompagnée d'un craquement, comme si le verre se fissurait. « Si ce flacon se brise, nous sommes tous morts !» cria le clerc courant vers la boîte. La chaleur dans la pièce devint insupportable, et les ombres sur les murs semblaient prendre vie, dansant et se contorsionnant en des formes défiant la logique. Quelque chose approchait, quelque chose que je ne savais pas si nous pouvions affronter. Le flacon finit par se fendre. La lumière qui s'échappait des fissures était presque aveuglante, tandis que la chaleur rendait la respiration impossible. Jacques cria à le clerc, mais le son fut avalé par le rugissement assourdissant provenant de la boîte. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Si nous n'agissons pas maintenant, il n'y aura pas de plus tard, hurla le clerc, attrapant le flacon à main nue. Il vacilla sous la force de l'énergie émanant, les yeux fixés sur l'éclat. Quelqu'un doit l'emmener dehors et en finir. Tu es fou, ça va nous tuer aussi, rétorqua Jacques, mais même lui semblait savoir que le clerc avait raison. Je vis le regard de le clerc changer. Il n'y avait plus de peur, seulement de la résignation. Il savait ce qu'il devait faire, et avant que l'un de nous ne puisse l'arrêter, il courut vers la porte. « Protégez-vous !» cria-t-il, disparaissant dans le chaos dehors. Jacques et moi courûmes à la fenêtre, observant le clerc traverser la petite cour. Les créatures l'encerclèrent en quelques secondes, mais il continua d'avancer, tenant le flacon comme un bouclier. Chaque pas semblait une éternité. Lorsqu'il atteignit le centre de la cour, il leva le flacon au-dessus de sa tête, criant des mots en latin avec une force qui semblait résonner au-delà de la réalité elle-même. Les créatures hésitèrent, comme si elles savaient ce qui allait arriver. L'air autour de le clerc ondulait, et la lumière dans le flacon commença à pulser de manière irrégulière. « Ça va exploser !» criai-je, tirant Jacques loin de la fenêtre. L'explosion fut comme rien de ce que j'avais jamais vu. Ce ne fut pas seulement de la lumière et du son, ce fut une vague d'énergie qui traversa tout, renversant les murs, arrachant les toits et réduisant les créatures en nombres éphémères qui se dissipèrent dans l'air. Nous fûmes projetés contre le mur, la force nous coupant le souffle. Quand la lumière disparut, tout était silencieux. Un silence absolu,
le genre qui ne survient qu'après une catastrophe. Quand je repris mes esprits, je me traînais hors des décombres. Jacques était à mes côtés, boitant mais vivant. Nous regardâmes autour, tentant de comprendre ce qu'il restait. La maison était en ruine et la cour n'était plus qu'un cratère. Il n'y avait aucune trace de Leclerc ni des créatures. Jacques brisa le silence. Il savait qu'il ne reviendrait pas, n'est-ce pas? Il savait ce qu'il faisait. J'acquiesçais, incapable de parler. Quelque chose en moi savait que Leclerc avait tout planifié dès le début, que sa mission était plus grande que ce que nous pouvions comprendre. Au centre du cratère, là où le flacon avait été détruit, une lueur faible persistait encore. Elle n'était pas menaçante, mais semblait éternelle. Comme si un fragment de ce pouvoir était encore là, gardant cet endroit. Jacques posa une main sur mon épaule. « Partons. Tout est fini. » Mais alors que nous nous éloignions, je ne pouvais m'empêcher de sentir que ce n'était pas la fin. Peut-être que le flacon était détruit, peut-être que les créatures étaient parties, mais quelque chose de profond avait été réveillé cette nuit-là. Quelque chose qui ne pourrait jamais être complètement effacé.